Bonjour Papa Martin, comment vas-tu? Bonjour papa Habib. Eh ben écoute, ça va très bien. La grosse patate, il fait beau en France et le soleil brille, les oiseaux chantent et la vie est belle et en plus, c'est un pont, c'est bientôt férié jeudi, donc demain je suis en vacances en plus, donc tout va bien en résumé. On se voit aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est intéressant, c'est de toi, Papa Martin. Tu es un Mmh. papa. Est-ce que tu peux me parler un Ouais. peu de toi et de ta famille? Ouh! Alors déjà, moi, c'est marrant quand on me demande de me définir, en général, je commence pas à dire que je suis papa parce que c'est un truc qui a tellement changé ma vie. C'est tellement une source de kiff, d'équilibre. Heu, Tu veux que je commence par quoi? Je parle de mon rapport à la famille, c'est ça? Toi, papa, c'est qui papa? Tu m'as dit que c'est un papa kiffeur. J'aimerais bien savoir, c'est qui ce papa kiffeur? Mais en fait, dans ma vie, je suis un mec qui tente des trucs déjà, au niveau personnel et j'ai embarqué dans mes délires souvent la petite famille. Donc papa kiffeur, ça se traduit par plein de choses. Je te donne un exemple, un matin, un dimanche matin, en fait, on s'est levé et je me suis dit: «Tiens, si on ramenait les pains au chocolat à la caserne des pompiers». On a été chercher une vingtaine de pains au chocolat, on était toqué à une caserne et là, il y a un mec qui s'appelle Damien qui nous a ouvert, il nous a fait visiter la caserne, tu vois? Et on a passé la matinée avec eux. Et en fait, c'est vraiment le côté, l'art de kiffer et surtout collectivement. Je trouve ça incroyable. À une étape de ma vie, j'avais le sentiment que le kiff, c'était plutôt un truc individuel, tu sais, en mode, ma liberté, mon kiff et là, j'embarque de plus en plus la famille dans les kiffs et je trouve ça incroyable. Et là, par exemple, chaque vacances, on se fait des vacances surprises. Donc là, on a fait une randonnée, dans les Cévennes avec, des ânes. Tu vois, pendant 2 semaines, tu es là à pousser les ânes. On a fait des trips en camping-car dans la Suisse et en fait, à chaque fois, on se fait des vacances surprises et c'est, incroyable comme on peut comme ça créer du kiff, au niveau de la famille en étant proactif. J'aime bien le terme proactif, tu vois? Aller créer comme ça du kiff là où plutôt que de regarder une petite série Netflix à la con ou un truc comme ça, plutôt se dire: «Tiens, qu'est-ce qu'on va faire pour apprendre, découvrir, explorer et s'amuser ensemble, en famille», quoi, tu vois? Ils ont quel âge tes enfants? Alors, ils ont 6 et 9 ans, Oscar et Gabin. Oscar le plus grand. Ils sont très différents aussi, c'est assez hallucinant ça. Je sais pas si on va mais c'est marrant de voir la part de l'éducation, la part de qui ils sont profondément, et du coup, ouais, c'est, 6 et 9 ans. Et puis ma conjointe Estelle, qui elle a mon âge, 42 ans, boomer. Moi, j'ai là, mes 2 enfants là, c'est Siméon et Maya sont des Maya, elle a 17, Siméon a 21, puis toi, c'est Oh les punaise. ados adultes. Moi, en fait, ça reste mon enfant, puis, en fait, je me rends compte, j'ai réalisé la dernière fois que je dis: «Ça, c'est un truc que pour les adultes». Je me dis: «OK, mais ça inclut mon enfant maintenant», tu vois? C'est mon enfant est un adulte, je dis: «Ah, ça marche plus ce truc-là, c'est juste pour les adultes». Toi qui as vu passer les années, je suis curieux, est-ce qu'il y a là j'ai remarqué moi à 3 ans, je trouvais qu'il y avait ce qu'on appelle un pic de mignonité. Tu sais quand l'enfant il trouve OK. ses pas, je me suis dit: «C'est incroyable» là et je me suis dit: «Je pense que là je touche le pic de c'est incroyable» et là en fait maintenant qu'ils ont 8 ans, je trouve que c'est incroyable aussi, c'est différent. J'ai tendance à penser que le 13-14-15 ans est quand même moins fun, le ta gueule maman, l'appareil dentaire, l'acné. A priori, je le sens en mode ça va être moins le kiff, mais je suis curieux d'avoir ton feeling à toi sur cette période-là. Moi, je te dirais, il y aura toujours un kiff d'une façon ou d'une autre, mais ça va être différent. La chose que j'ai vue, c'est que quand tu as des activités pour passer du temps avec tes enfants, il y en a beaucoup quand ils sont petits, l'âge de tes enfants, mais il y en a moins quand ils sont ados, que tu peux faire en famille. Parce que tu as dit les vacances en Mmh. famille, il y a toujours comme tout l'enfant, les petits-enfants, que ce soit all inclusive où tu pars à tel et tel endroit. Mais pour les ados, tu dis: «Ah, c'est comme on peut en faire des activités on va dire, d'adultes ensemble à ce moment-là». Mmh. Ce qui se passe, c'est que nous, dans notre famille, on a beaucoup de relations, d'échanges, de jeux, de communication, que tu t'adaptes aussi avec leur évolution. À chaque fois, tu dis: «Il y a un nouveau truc». À chaque fois, il y a des échanges, les personnalités évoluent, hem, les choses que tu pouvais faire avec, des enfants plus petits, tu le fais pas ou tu le refais d'une façon ou d'une autre. Nous, il y a des moments où on regarde nos vidéos de vacances, où on regarde, nos photos, puis on Mmh. a des fous rires, puis on se rappelle telle et telle chose. Heu, Tu t'amuses, mais autrement. Tu t'amuses aussi avec des échanges plus, on va dire, plus matures. Moi, je vois Ouais, bien sûr. ma fille avec son, on va dire son copain, mon fils avec ses amis. Moi, je passe du temps avec eux. Là, je suis parti avec ses amis, je partais au bowling.
Je dis à papa, je dis à mon fils, en fait, est-ce que tu veux venir avec nous? Il est venu avec deux, trois copains, bon, on joue ensemble. Il va faire du karting avec ses copains. Je dis, papa, tu veux venir avec nous? Que même, je leur ai dit, les gars, vous pensez que c'est normal que je suis le seul daron qui, qui vient jouer avec vous? Donc, on va dire, ah, J'allais mais dire, non, c'est parce cool que qu'il t'es un t'embarque. papa cool. Le fait qu'il te propose, c'est qu'il te perçoit comme quelqu'un avec qui on peut passer du bon temps et pas il t'aime bien, quoi. C'est qu'on va Ah, dire, oui, évidemment, oui. il t'aime bien. Mais à cet âge-là, tu peux avoir une forme de rejet de l'adulte en mode, «Ah, c'est bon, quoi, j'ai assez vu mes darons, donc c'est trop bien, bravo». On a eu une période, hein, Martin, dans lesquelles, comme on avait besoin de comme réajuster les ondes de communication. C'est que Mmh. d'écouter la même onde ou de se comprendre. Donc, des interprétations par rapport à ça. Est-ce que ce que je te dis, est-ce que tu arrives à le comprendre? Ah, pourquoi il faut se fâcher? Moi, je suis pas bien quand on se fâche. Et je l'ai dit aussi à mes enfants. Je dis, c'est, je me sens pas comme, je me sens pas comme, on va dire confortable à certains moments. Et puis je me suis rendu compte, et ça c'est un truc peut-être toi tu peux le voir, que souvent quand je me fâchais avec mes enfants, c'était à cause d'un client, à cause de quelque chose d'externe, où peux pas Mmh. vider ton sac et puis en fait il passe par là, salut papa, puis boum, tu vides ton sac. Je dis ah c'est injuste. Moi, je me rappelle très bien quand j'étais petit, je devais ressortir du collège en mode 5e, j'avais une journée de merde, je ne sais plus pourquoi et ma mère m'avait parlé, je lui avais très mal parlé et je me rappelle ce moment où mon cerveau s'arrête et fait ce qu'on appelle la métacognition, se dit: «Mais en fait, elle n'y est pour rien» et tu vois, je prends une espèce de recul et je sais que ce moment-là, ça a switché quelque chose et depuis, j'essaie beaucoup justement j'ai un truc qui s'appelle le jet de l'équanimité, qui est lié à un livre de stoïcisme que j'ai lu et en fait, pendant 2 ans et encore maintenant d'ailleurs, je dis pendant 2 ans, mais à chaque fois qu'il y a un truc qui me fait vriller, je le note et je regarde le temps que je mets pour revenir à mon état normal. Ah, Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai fait ça pendant 2 ans et au bout de 12 mois, la première année, j'ai relu ces notes. Et j'ai réalisé qu'il y a juste 2 trucs qui me faisaient vriller. C'est je suis quand même un peu un gamin. Quand j'ai envie de faire quelque chose et qu'on m'en empêche, ça me frustre de fou furieux. Et j'ai l'impression qu'on a à peu près la même personnalité, d'envie de tenter des trucs, et peut-être que je me gourre, mais au final, on est drivé par la passion, quoi. Et peut-être que tu me diras si je te prête des défauts que tu n'as pas. Et le deuxième truc, c'est quand je suis en face de quelqu'un de pas empathique. Tu mets face à Donald Trump, je suis pas bien. Et le fait comme ça de prendre du recul sur mes émotions fait que maintenant, j'arrive à switcher très rapidement. Et je te donne une anecdote très rigolote, je trouve. C'est un peu prétentieux de dire ça. Je t'annonce un truc qui va être rigolo, je suis pas sûr, tu me diras. Là, on était en trip, en van, tu sais. Et quand tu es dans un van, tu peux avoir des tensions. Tu es quand même dans un petit espace à quatre, avec les enfants. Bon. Et j'ai lancé à un moment donné, je voyais qu'on s'énervait, j'ai lancé le défi van en van. Et dès que quelqu'un s'énervait, il devait se ressaisir et raconter une vanne. Et c'est juste tellement dur. T'imagines pas, la prochaine fois que tu es énervé, essaye d'avoir la force et l'espèce de recul pour te dire: «OK, je sors de cette colère et je raconte une vanne à la con». Et putain, je trouve ça hyper intéressant d'essayer comme ça de muscler son cerveau pour réussir à aller outre ces émotions naturelles qui, comme tu dis, sont liées à des choses, en fait, c'est ça qui peut t'amener dans une espèce de roue de hamster où tu sors pas de tes émotions, quoi. Tu as eu un problème, du coup, tu es vénère, du coup, tu réagis mal avec d'autres personnes et au bout d'un moment, c'est une accumulation de 6 heures, où dans ta tête, tu pas bien, quoi. et c'est marrant que Mmh. tu racontes ton histoire de van parce que nous, à une période, on s'est rendu compte que ça peut chauffer très vite à un moment donné. Et puis c'est plus les échanges ne sont plus liés au sujet lui-même. C'est dire qui peut hausser le ton plus que. En fait, ça prend d'autres dimensions. Et un jour, on était en train de manger du saucisson, en train de couper le saucisson, puis c'est devenu notre code à un moment donné parce que le saucisson, à ce moment-là, on racontait des vannes, on rigolait. Puis on s'est dit, pour couper cet élan-là, il faut juste dire saucisson. Et en Ah! fait, c'est devenu notre code en disant, tu te Marrant. rappelles, au moment où on a dit saucisson, on avait coupé ça, puis on a rigolé, puis on a passé un beau moment. Donc, le fait que quand on se chauffait, de dire, OK, saucisson, boum, de dire, OK, bah, bascule là. C'est Donc, génial. c'était Et notre code. ça marche vraiment ou pas? Est-ce que des fois parce que des fois, tu es vénère, tu as envie de dire saucisson, mais tu dis: «Non, je suis vénère, quoi». L'ego rattrape le truc. Tu arrives vraiment à switcher et en face, il y a du répondant ou pas? C'est on va dire, c'est de la pratique. Donc, on l'utilise, on l'a utilisé pendant un moment. Puis il y a aussi une chose qu'on a quand même changé, que je trouve plus mature dans la façon de faire. C'est que quand on sent que ça chauffe, je dis: «OK, je te parle pas pour le moment».
Et ça, c'est un coup que mon fils m'a fait récemment. Ouais. C'est qu'on parlait d'une application. Je ne sais plus c'était quoi le sujet. Puis il m'a pas compris une fois, deux fois. Et là, je me dis, OK, ça fait X fois que je te répète le truc. Et je hausse le ton en lui expliquant. Et là, sa réponse, elle m'a cloué le bec en disant, bah, je t'ai pas écouté parce que tu parlais fort. Donc, quand tu te calmes. Mmh. Et là, je dis, il a utilisé mon arme contre moi. Là, c'est clair. OK, Mon ça, fils quand je suis fier parce que mes enfants captent les armes qui sont utilisées. Et donc, c'est plus le père qui va calmer juste les enfants, ça peut être aussi l'inverse. C'est ça la prise de conscience. Et ça, tu vois, ça, c'est des choses que tu peux faire, plus avec des enfants qui deviennent matures dans leur façon de faire. Donc, ça va pas s'arrêter en disant: «On peut pas avoir du kiff». Si, on peut avoir du kiff, on peut raconter d'autres types d'histoires, ensemble avec les copains, tout. C'est un autre monde, c'est un autre monde. Et puis je me dis: «Oh, comment ça va être après?» Tu vois? Avec les petits-enfants, avec la famille qui s'agrandit, les choses comme ça. Je dis: «Je veux pas savoir, ça va être les découvertes avec le temps». et là, ils vivent plus à ta maison, on est d'accord? 22 ans et 17, tu m'as dit, c'est ça? Ah si, si, ils sont encore là. Ah si, les 2. Ah, pas trop bien. Ah oui, Cool. ils sont Et encore là. yes. C'est une décision que mon fils m'avait dit. Il me dit: «Papa, j'ai discuté avec les copains. Je reste à la maison jusqu'à ce que je termine mes études et puis, je gagne assez d'argent pour partir». Je me dis: «OK». Alors moi, dans ma tête, je dis: «Je vais peut-être avoir un Tanguy à la maison». Maman, elle était contente de dire: «Ah, mon fils, il reste là». Mais écoute, tu vois, quand tu vois le truc économique aujourd'hui, Bah oui. tu pas d'autre, on va dire, tu pas d'autre choix aussi pour ça. Non, Je mais dis c'est qu'il sûr. reste à la maison et Et puis tant mieux. En plus, si ça se passe bien, je sens qu'il y a une harmonie, qu'ils t'invitent et tout, c'est génial, quoi. Moi, je sens que le jour où ils partiront, je serai malheureux, hein. bah, je peux te le dire, je peux te le dire, ça. Martin, est-ce que tu étais prêt à être papa? Alors déjà, j'en avais envie de dingue, Ouais. et je pense que je suis entouré de personnes qui galèrent pour être papa et vraiment force à eux parce que j'ai l'impression que c'est un mal de notre société et je mais en Mmh. gros, petit 1, oui, plus que jamais, il y a pas eu de doute. Heu, Petit 2, je sais pas quand j'ai réalisé que j'étais papa vraiment et c'est assez marrant. Alors moi déjà le moment de l'accouchement, je dirais pas que c'est le plus beau jour de ma vie, c'est juste une parenthèse, un peu indescriptible, et même au début, tu vois, je sais pas quand est-ce que j'ai vraiment réalisé. C'est marrant comme, je pense que j'étais prêt. Je pense que j'ai pas forcément le plus kiffé les premières années en vrai. Par contre, je pense que là, je surkiffe quoi depuis, 7-8 ans là, mais c'est le plus beau moment et ouais. Je dirais oui, j'étais prêt à être papa parce que j'en avais tellement envie quoi. Et toi d'ailleurs? Ah ça remonte maintenant, 17-22 ans. Moi, je me rappelle des moments où de la naissance aussi, mais par rapport au fait d'être papa ou de réaliser comment tu es papa, tu le découvres aussi avec le temps. Et comme toi tu dis, tu as la fibre maternelle, je pense que tu as aussi la fibre paternelle que tu peux avoir une fois que tu as les enfants. Mais je me rappelle aussi que quand on a décidé de dire: «OK, là, on est prêt, on veut avoir le premier, et en fait, elle était déjà enceinte. Tu vois? Mmh. C'était la chose, c'est comme si tout s'alignait, en fait, par rapport à ça. Et si je dis: «OK, là, on est prêt, on commence», je dis: «Oh, bah, je pense, je suis déjà enceinte, bah, ça tombe bien, donc on est prêt». En fait, on était prêts tous les 2 à ce moment-là. Je me rappelle qu'on en avait pris cette décision, puis on avait fait comme une fête déguisée à la maison, puis on faisait toujours attention parce que je savais qu'elle était enceinte, de ne pas trop, bouger, porter parce qu'on était déguisés en pierre à feu en plus, tu vois? Elle traînait par les cheveux et tout, donc il y avait des choses qu'on voulait pas faire. Puis il y en a qui se sont dit: «Oh, il y a un truc, il boit pas d'alcool, il bouge pas trop comme Voilà. d'habitude et tout». Moi, j'ai grillé tellement de personnes comme ça en mode: «La personne prend pas d'alcool», je dis: «Toi, tu es enceinte» et c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai eu une période un peu bizarre il y a peut-être 2 ans où je fouillais mes affaires, je suis retombé sur mon carnet de santé de quand j'étais petit. Un truc que j'avais pas sorti depuis, c'est un truc que tu sors quand tu es enfant, je trouve, le carnet de santé, tu vois? Et en fait, j'ai pleuré en mode: «Je deviens adulte». J'ai réalisé à un moment donné que j'étais devenu adulte. Ça paraît con, mais je trouve qu'on passe les années comme ça. Là, j'ai 42 ans, bon, ça va dans la tête, je suis loin de faire 42 ans, mais putain, 42 ans, quoi. Quand je suis né, mes parents, ils avaient 10 ans de moins et du coup, la représentation qu'on s'en faisait
Et c'est assez marrant, je sais pas, je trouve qu'il faudrait d'ailleurs plus instituer le côté rite et rituel de passage, je trouve, et notamment pour les enfants, je trouve ça intéressant de faire des vrais rituels de passage sur les éléments forts, parce que je trouve que les choses passent sans qu'on réalise les changements de transition et tout, en fait, ça passe comme ça, quoi. Sans qu'il y ait vraiment une enfin, on s'en rend pas compte, je trouve. Est-ce que tu as eu un échange comme ça avec ton papa ou tu as réalisé tout seul? Non, alors par rapport au fait que je me sentais devenir adulte? Oui, Non, c'est plus moi, en fait, ça, c'est con, mais je me suis dit: «Bah, c'est ouf, maintenant je porte des responsabilités, j'ai créé une famille, j'ai un boulot, je fais des factures, je suis devenu daron». Et c'est pas tant mon papa, qui m'a fait prendre conscience de ça, quoi. Et après sur le côté, tu sais, le fait que de dire que mon papa, il avait 38 ans quand je suis né, donc bah, en fait, je suis plus vieux que lui maintenant. Il y a un truc aussi que ma conjointe m'a dit, ma conjointe qui a travaillé avec des seniors, elle m'a dit que les vieux, à l'époque, ils s'habillaient comme des vieux. Ils avaient des jupes à fleurs, ils avaient des habits de vieux, tu vois? Que maintenant, les vieux, ils s'habillent comme les jeunes. Donc là, le côté, la transition est quand même beaucoup plus subtile, je trouve, tu vois? Un grand-père peut s'habiller t-shirt, jean, à l'époque, jamais de la vie. Ils avaient leur petit béret, leur petite chemise à carreaux, les bretelles limite, tu vois? Donc c'est assez marrant de voir aussi comme, la 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 rupture des générations est beaucoup plus fine maintenant, je trouve. ça c'est un bon point. Je ferai attention à ça aussi parce que je me rends compte de ça, mais inconsciemment. Mais là, le fait que tu le mentionnes, je dis: «Oh, oui, c'est effectivement ça, on n'a plus la même façon de s'habiller». D'ailleurs, je discutais avec ma fille, hier, leur sujet au ministère pour la langue française parle un peu des affaires du textile, le fashion à la chaîne, comme quoi tu La fast gaspilles, tu fashion, ouais. recycles pas et tout. On a eu pas mal de discussions sur le sujet, disant bah pourquoi, puis en fait ça m'a rappelé beaucoup de choses que dire que nous à notre époque c'était le tonton qui donnait à l'aîné qui donnait à l'autre. En fait le pantalon passait plusieurs générations. Ouais. Un pantalon qui se déchire, bah, tu le couds, tu vois? Tu es pas obligé de laver, toutes les 6 heures un t-shirt, Puis même les c'est mouchoirs en tissu, quoi. C'était pas des Kleenex, c'était des mouchoirs en tissu que tu utilisais sans arrêt, donc un mouchoir pouvait faire 10 ans, quoi. Enfin, c'est ouais, c'est fou un peu comment ça s'est passé, mais je pense qu'en discutant avec elle, elle a réalisé aussi que, ah oui, effectivement, il y a ça. On parlait pas juste de consommer ou être à la mode, c'est comment consommer, et puis pourquoi consommer, et puis comment recycler aussi, comment donner, une autre vie à quelque chose qui est peut-être, cassé d'une façon. Moi, mon pantalon, si j'ai une déchirure, je vais pas le jeter à la poubelle. J'ai le réflexe d'aller le coudre, puis je m'amuse aussi avec. Je me rappelle même quand j'étais jeune, les jeans, quand ils sont trop déchirés, je les coupais, ça ouais. devient un short. Tu vois, c'était un short jean. Tu vois. Oscar, mon gamin de 8 ans, il a fait ça il y a pas longtemps. Il était trop content, il a coupé alors de manière très imparfaite, mais il était trop content de dire: «C'est l'été, maman elle m'a dit, que Je j'allais peux. mettre ça». Ouais, Ah, je me rappelle ça. ça Maman sympa. m'a dit: «Je peux». Il y avait une publicité comme ça. Maman m'a dit: «Je peux». Ah je je connais pas celle-là. C'est peut-être canadien, non? C'est français ou canadien? Non, non, c'est français. C'était comme il faisait toujours des demandes à un moment donné que c'était, je pense, les parents faisaient l'amour dans la pièce, puis: «Et ma maman? Oui!» Ah, c'était parce qu'à chaque fois, elle criait «oui», puis: «Maman, est-ce que je peux faire ça?» Et l'autre, elle criait «oui». Ah non, tu vas poser la maman a dit: «Je peux». Donc il faisait toutes les conneries du monde et maman m'a dit: «Je peux». C'est un beau Qu'est-ce pitch. que je peux? Est-ce que tu aurais aimé savoir, quelque chose avant de devenir papa? J'ai mis du temps, c'est un peu ce que j'ai dit au début, j'ai mis du temps à comprendre à quel point, avant je me disais: «Il y a la sécurité, il y a la liberté». Je suis toujours un peu pareil, tu vois, moi le soir je rentre, c'est la sécurité, je suis en mode Flanders quoi, dans les Simpsons, tu sais, je coupe mon portable et en fait, j'ai réalisé, il y a peut-être 4 ans, que je pouvais embarquer dans mes aventures la famille, tu vois? Et jouer la liberté en famille et je l'ai fait en mode hyper forcing au passage, hein. La première fois que j'ai pris un camping-car, j'ai proposé à ma conjointe, elle a dit non et on avait le concept de vacances surprises. J'ai fait croire qu'on allait à Dijon pour visiter des usines de moutarde. J'ai transmis à Oscar, on va à Dijon visiter des usines de moutarde. Le plan de merde. Je lui ai dit, tu répètes pas à maman, hein. J'étais sûr qu'elle allait répéter. Et au final, à Dijon, on a récupéré le camping-car. Et c'est marrant parce que je raconte rapidement, mais en gros, Estelle avait oublié un manteau alors qu'il pleuvait à Dijon. Du coup, j'ai mon ancien coloc qui habitait à Dijon. On a été dans la maison prendre le manteau.
Et après, on a dit, tiens, il y a un camping-car, on ne montrait pas dedans pour voir comment c'est fait. Et en fait, c'était le nôtre, tu vois, surprise jusqu'au bout. Euh, et du coup, c'est peut-être le seul truc que j'avais pas anticipé. À un moment donné, moi, je faisais mes trips en autostop, mes trips en mode solo. Et le jour où j'ai compris que je pouvais embarquer la famille, je trouve que ça a pas mal élargi le champ des possibles de kiffer comme ça en famille, ensemble, quoi. Comment as-tu évolué personnellement grâce à ton rôle de papa? Hmm. C'est une bonne question. Je réfléchis un peu. Donne-moi le temps de la réflexion. Je suis quelqu'un qui souvent parle et après réfléchit. Je vais essayer de faire l'inverse pour une fois. Euh, je sais déjà que ça me rend solide, tu vois. Il y a une forme de tous les soirs, quoi qu'il arrive, je rentre et putain, c'est le paradis, quoi, vraiment. Et on en parle souvent en mode quelle chance on a. Le nombre de fois on réalise, ça m'arrivait souvent de pleurer en me disant la chance que j'ai. Donc je pense que c'est vraiment un truc qui te renforce la tâche, quoi. En mode, tu te sens invulnérable, quoi. Il y a un côté, rien ne peut t'arriver, quoi. T'es au-dessus de tout. Donc déjà, il y a ça. Peut-être la patience, mais je pense que c'est marrant parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez impatient, mais avec les enfants, j'ai l'impression que j'y arrive bien et ma conjointe me dit aussi que j'ai plus de patience qu'elle, alors que dans la vie, c'est l'inverse, tu vois. Peut-être que ça m'a aidé à travailler la patience. Euh, Après, j'ai vraiment l'impression que ces 10 dernières années, j'ai tellement évolué en tentant des trucs, aussi à la startup Urban Gaming que j'ai créée, tu vois, j'ai joué différents rôles. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus appris ces 10 dernières années qu'avant. Et je ne sais pas dans quelle mesure c'est le fait d'être papa, le fait de lire beaucoup de livres de développement personnel et de les gamifier, le fait d'avoir créé une startup, le fait de tenter de me lancer dans des projets farfelus. C'est un mix de tout. Donc, pas évident de segmenter les choses. Mais en tout cas, je pense que j'ai un recul sur la vie beaucoup plus fort et une sécurité et une forme de sérénité, quoi. Tu vois, en mode. Alors, je dis quoi qu'il arrive, j'ai la famille, mais en vrai, il peut arriver un malheur, évidemment, hein. Mais en tout cas, s'il arrive un malheur, j'aurai la fierté de me dire qu'on a tout fait bien et qu'on a vraiment profité de chaque instant, tu vois. J'ai lu un livre récemment d'un mec qui s'appelle Randy Pausch, qui a une histoire assez terrible, tu vois. C'est un professeur qui doit donner une grande conférence devant des centaines d'ingénieurs. En fait, il apprend qu'il a un cancer foudroyant, qu'il a 3 mois avant de mourir, quoi. Et il écrit un livre, il raconte plein de choses, et il raconte beaucoup son rapport aux enfants. Et en fait, c'est ouf, comme ce livre, par exemple, il m'a aidé à me dire, putain, mais peut-être qu'ils seront pas là un jour, donc il faut que j'en profite de chaque instant, tu vois. Je sais qu'à une époque aussi où je disais du stoïcisme, ça va paraître un peu bizarre, mais je méditais un peu sur l'imaginer que les enfants disparaissent avant de leur dire au revoir, tu vois, pour profiter pleinement d'eux. Et au final, je pense que tu profites pleinement des choses quand tu te dis vraiment, je peux les perdre, quoi. Tu vois, même ces moments d'engueulade, à un moment donné, récemment, j'en étais un peu en mode petite engueulade à quatre, gentille. Et je me suis dit, punaise, mais en fait, juste ces moments-là, peut-être qu'un jour, on les regrettera de fou, quoi. Je parlais avec Charlotte, mon épouse, il y a quelques jours, en disant, tu entends la musique de ma fille, tu entends en fait, mon fils jouer à un jeu vidéo avec ses copains, puis il s'énerve, puis il joue parfois sur des jeux qui font peur. Bah, tu vois les cris, tu vois les émotions qui Mmh. s'expriment. Là, et, euh, et là, je me dis, tu t'imagines, là, quand on va être tout seul, tout ça va nous manquer, en fait. Je me dis, ça donne vie à la maison. Ça donne vie à la maison. Et quand tu as parlé aussi, s'il arrive quelque chose aux enfants, moi, on a perdu aussi un enfant. Ça, c'était une décision qu'on devait aussi prendre pour Justin. Et j'ai jamais eu l'occasion, en fait, de lui dire au revoir. Donc, il était comme une décision qu'il fallait qu'on prenne pour lui comme pour nous. Et tu vois, ça, c'est des choses que, d'un moment, tu as comme une autre type de communication que tu peux avoir en disant, bah, tiens, il aurait pu avoir tel âge, tu sais, il serait en train de faire telle ou telle chose. Mais ça a solidifié aussi notre relation avec les gens qui sont autour de nous. Nombre de fois où je me dis, bah, tiens, s'il m'arrive, moi, quelque chose, qu'est-ce que je vais laisser aussi à mes enfants? Comment mes enfants vont garder comme mémoire de moi? Et ça, c'est une question que je te pose. Comment tu veux que tes enfants se rappellent de toi? Mmh. Bah, moi, j'aime bien le. C'est pas évident, mais moi, je sais que j'aspire à devenir créatif, libre, audacieux, bienveillant. Et j'aime bien l'idée de transmettre ça. Pour autant, je me méfie aussi parce qu'ils sont différents, donc il faut surtout pas que je colle ça et que je veux qu'ils soient comme ça. Mais ouais, comme quelqu'un qui.
J'ai vraiment tu vois, là, par exemple, les voisins, c'est un peu la maison, du bonheur chez nous, tu vois? Il y a beaucoup les portes ouvertes, et j'ai eu un moment, encore une fois, je suis parfois à pleurer pour, très rapidement, mais discuter avec une voisine, avec son enfant Archman, c'est une pakistanaise, tu sais? Et à un moment donné, je sais plus pourquoi dans l'ascenseur, je discutais un peu, elle m'a dit que son papa est mort d'un cancer il y a quelques mois et qu'Archman s'ennuie beaucoup, tu vois? Et du coup, maintenant, on prend quasi tout le temps Archman. Il y a l'autre gamin Aaron qui est au deuxième. Et j'aime bien l'idée de se dire que qu'ils se souviennent de moi, alors comme quelqu'un d'ouvert, de généreux, de bienveillant, de créatif, qui veut toujours, être bien enfin, tenter des choses, positivement et puis qui se disent que grâce à moi, je leur ai appris ces valeurs-là et puis surtout que je leur ai permis de faire des choses qui les rendaient heureux, quoi, tu vois? Et toi d'ailleurs, je te retourne la question? Moi, je me dis, c'est qu'ils se rappellent de, que j'étais toujours là pour eux. Je fais le papa taxi en ce moment. Même ma fille ce matin, elle monte, je vais pas aller le déposer à l'école. Elle me dit, ah, t'es mon taxi, à moi. Je lui dis, est-ce que j'ai le choix? De toute façon, ouais, elle rigole parce qu'à chaque fois, là, elle va travailler à la bibliothèque le soir. Donc, est-ce que tu peux venir me chercher? Donc, je fais mes allers-retours de taxi. Et comme j'ai mon emploi du temps, bah, c'est qu'elle m'appelle, là, je suis pas bien à l'école ou à tel endroit. Donc, je suis vraiment son taxi. Mais au-delà de ça, c'est les échanges qu'on fait. Puis je me dis, j'aimerais bien qu'ils se rappellent que j'ai tout fait pour que ils, ils gardent une bonne relation familiale aussi, pas juste pour nous, mais pour leur propre famille aussi après. Mmh. Moi, je viens aussi d'une famille où il y a toujours on va dire du chaos, de bazar aussi, en famille. Puis Mmh. j'ai coupé cet héritage-là et je veux que c'est que mes parents, je regrettais des choses où les grands-parents, quand il y avait mon oncle ou mon père ou ma tante qui se parlaient pas, je disais, ramène-les, qu'ils discutent ensemble et règlent le truc. Parce que moi, j'ai envie que je mets pas l'environnement en place pour ce genre de choses. Donc, je travaille aussi beaucoup sur moi. Et parfois, je pose la question à Charlotte, je lui dis, est-ce que je suis un bon papa? Elle me dit, t'as même pas besoin de le dire. Tu vois, puis je le vois avec les copains de mon fils. D'ailleurs, il m'appelle le GOAT. J'ai appris ce mot-là il y a pas très longtemps. Ça, c'est la Ouais, classe. je suis une chèvre, un bouc. Je suis non, non, c'est le greatest of all time. Je dis, oh, c'est gentil. Ça me Ah, va, ça me va. c'est le papa de GOAT. Je dis, ok, bah si à ce moment-là, je veux que se rappeler de moi, c'est que ça peut être ça. C'est marrant ce que tu dis parce que moi, je me suis construit dans une famille, hyper aimante, hyper bienveillante, mais où je me suis senti un peu frustré, parce que trop introverti, je voulais communiquer, on m'aurait freiné et j'avais écouté une interview de Ben Mazué qui disait qu'on se construisait pour être le sauveur de l'enfant qu'on était Ah, et je trouve ça super intéressant de voir que toi, bon, tu dis: «C'est le chaos», c'est pas non plus, mais tu peut-être que j'ai l'impression que tu es très tourné famille et j'ai l'impression il y a ma conjointe est très tournée famille. Elle, c'est par similarité, tu vois? D'une certaine manière. Ses parents étaient comme ça, on les appelait la famille bisounours, tu vois? C'était connu, ils se faisaient des câlins sans arrêt. Même ses copines l'appelaient comme ça, en mode: «Ta famille, elle est trop bien». Moi, ma famille est trop bien dans le sens où elle est aimante, elle s'est sacrifiée pour moi et cetera. Mais je suis quelqu'un d'assez extraverti, assez créatif et souvent je me suis senti freiné dans l'expression de ça, tu vois? Je me suis senti en mode, comme un ressort comprimé, je demandais: «Pourquoi je peux pas faire ça?» Mon papa me disait: «C'est une question de principe». Cette phrase, quand on me dit: «C'est une question de principe», mais ça me rend fou, quoi et du coup, peut-être qu'en écoutant l'interview de Ben Mazué, je me suis dit: «Punaise, peut-être que je me construis pour être le sauveur de l'enfant que j'aurais été», tu vois? Qui tend les mains, qui connecte, qui est là en mode: «Exprime ce que tu as envie de faire, tente des trucs, je suis avec toi» et tu vois, là, par exemple, récemment, je voyais on allait à l'école, une maman qui disait: «Cours pas, tu vas tomber». Juste cette phrase-là, elle m'a saoulé, quoi. Je me suis dit: «Mais non, cours, tombe et puis si jamais vraiment tu as mal, je te relèverai, mais faut pas t'empêcher de courir», tu vois? C'est bon, c'est con, mais c'est symbolique. Mais peut-être que d'une certaine manière, il y a un effet de moi, on m'empêchait de faire des choses, j'étais frustré et du coup et c'est peut-être un gros défaut d'ailleurs d'une certaine manière parce que j'essaie de coller l'enfant que j'étais et de répliquer ça, tu vois? C'est mode de psychanalyse accélérée là. non, mais ce que tu dis résonne aussi en moi parce que j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec ma mère, puis on, en lui disant que vous n'êtes pas une référence, on va dire, par rapport à ce que j'ai construit avec ma famille.
parce que ma mère, elle a vécu des choses avec mon grand-père et elle les a répliquées sur nous. Mon père a vécu complètement le contraire de ce qu'il a fait avec nous et moi, je fais complètement le contraire de ce qu'eux, ils ont fait en famille. Il y a différentes façons aussi de voir les choses en disant: «Bah, écoute, moi, j'ai jamais levé une babouche ou sur mes enfants, tandis que j'ai vécu des trucs». C'est la discussion que j'ai eue avec ma mère et ce qu'on a pu vivre est liée à leur éducation du moment, de leur période à eux. Donc pour elle, elle a pas fait quelque chose qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas bon pour elle, c'était l'éducation. J'étais en train de vous éduquer. Et il y a des moments où je discutais avec elle en disant, «Bah, tiens, tu te rappelles, j'ai fait ça, je me suis sacrifié pour vous, j'ai fait ceci, cela». Je dis: «Mais je le comprends très bien, mais à force de le répéter, tu es en train de m'enlever mes propres souvenirs à la même période». Bien sûr. Moi, j'avais 5 ans. 5 ans, je me rappelle du vélo, je me rappelle de tel ou tel truc, je me rappelle de la guerre du Liban. Je me rappelle de comment je m'amusais. J'étais même pas en guerre dans ma tête. Donc à force de me répéter ça, tu es en train de m'enlever mes propres souvenirs pour les remplacer par les Mmh. tiens. Donc, et tu m'effaces moi, enfant. Donc j'ai résisté un peu à ça pour dire, Mmh. ok, je comprends ton message, je comprends tes sacrifices, je les comprends aujourd'hui en tant que papa. Mais en tant qu'enfant, j'aimerais bien garder ces beaux souvenirs que j'avais. J'ai pas vécu la guerre, moi. J'attendais les bombes pour aller jouer au foot sur l'autoroute parce que l'autoroute était fermée. Donc, c'est ces souvenirs-là que je veux garder. Je veux pas garder le fait de dire, il y a eu X morts, ah, la pauvre ceci, le pauvre cela. C'est comme mon équilibre mental qui me permet de rester Tu positif raison. dans toutes les situations. Peut-être c'est ça mon héritage. Mais je parle d'une façon plus mature aujourd'hui. Tu vois, c'est avec le recul, faire la part des choses. Mais tu vois, c'est pareil, c'est un peu comme toi. Je pense que je me rends compte qu'on a quand même pas mal de points communs. On peut kiffer tout en parlant sérieusement. Euh, c'est euh, c'est les lectures, on va dire, sur le développement personnel, le fait de prendre du recul aussi, bah, parce que tout ce que tu lis, tout ce que tu vis, c'est une chose. Donc, ma propre vie, c'est une expérience que je prends. En fait, je suis mon propre cobaye dans, dans la vie pour dire, oh, là, t'as déconné. Et là, oh, peut-être c'est intéressant ce truc-là. Je vais aller creuser un peu plus. Tu vois, c'est le côté créatif de dire, bah, créons des choses où on connecte les gens, de dire les vraies choses. C'est fou tout ce qu'on peut baratiner pour plaire à tel, complaire à tel, des choses comme ça. Et puis les vivre sincèrement d'une façon authentique, je le vois avec mes enfants, avec ma famille. Tu vois, et c'est ça que j'essaye de répandre aussi autour de moi. Je pense que ça, c'est un point aussi que toi tu fais. Puis Ah bah, de ouf. Et je je reviens kiffe sur notre entretien, en fait. C'est pas la façon classique que je le fais, mais je vois, je kiffe comment on discute tous les 2. Merci pour je reviens sur ta maman aussi, la phrase: «Je me suis sacrifiée pour vous», je la trouve super dure et super culpabilisante en vrai. Alors j'imagine qu'elle s'en veut d'avoir fait des choses, donc c'est sa manière de réagir en mode défensif. Mais en vrai, je dirais jamais ça à un enfant dans le sens même si c'est vrai, j'ai pas envie que mon enfant se dise, «Il s'est empêché, papa il a pas été lui à cause de moi», quoi, tu vois? Je trouve ça super dur. bah, c'est quand tu vis aussi dans une famille qui le dit d'une façon naturelle, elle était pas la seule à le dire, tu vois? C'est comme toute une culture disait cette phrase-là. Donc parfois, quand tu le prends et tu mets dans une autre culture, tu vois qu'il y a un truc qui cloche dans cette façon-là. Mais tu vois, moi, ça m'a permis d'être le fait d'être dans plusieurs cultures, de faire ces Mmh. connexions-là et faire les parts des choses, d'être tolérant sur beaucoup de sujets et non pas dire: «OK, moi, on m'a appris ça, c'est ça qu'il faut que je dise». Je dis: «Oh, bah, non, il y a un truc qui va pas, ajustons-le et profitons de la Mmh. vie». C'est que le jour où je vais fermer mes yeux, moi, je sais pas où est-ce que je vais être, je rigole Ouais. beaucoup avec ma mère en disant: «On est des êtres lumière». Je lui dis: «OK, mais pourquoi j'apprends à utiliser un ordinateur ici? Si je veux être une lumière qui va aller dans l'univers, il y a pas de clavier, il y a pas de souris, il y a pas d'écran. Donc pourquoi j'apprends des trucs que je vais jamais utiliser en tant que lumière qui va aller je sais pas où?» Donc, Et petite anecdote, sur le rapport à l'enfant qu'on était, comment on devient par opposition, par similarité. Je sais pas si tu as lu la biographie de Will Smith, Will, qui s'appelle non. Will, Volonté de Mark Manson. C'est assez marrant. Je te la fais très rapide, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Bon, déjà, il faut savoir que Will Smith est devenu qui il était parce que son papa, il battait ses enfants. Il y avait 3 enfants. Et du coup, scène extrêmement compliquée. Et en fait, Will Smith, la meilleure manière de parer en fait, l'énervement de papa, c'était de le faire rire, tu vois. Donc d'une certaine manière, il a appris
à faire rigoler comme un mécanisme d'autodéfense, tu vois. Et en fait, quand Will Smith il a 15 ans, il commence à percer dans l'industrie du rap. Et sa maman se dit: «Bah non, finis tes études, mon fils. Moi, quand j'étais petite, j'ai pas eu la chance de faire des grandes études. Je veux que tu fasses des grandes études». Bon, il arrive après négociation à trouver un compromis. Il a 1 an pour tenter. Et au final, c'est cette année où il a le Grammy Award. Il perd, c'est bye bye les études, quoi. Je crois qu'il a même pas le bac, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est quand Will Smith devient adulte, ses enfants, son réflexe, c'est de dire qu'il veut qu'ils deviennent des stars. Et il dit: je vais pas reproduire le schéma de mes parents. Je veux qu'ils viennent des stars. Et du coup, il l'accompagne sur les tournées. Et il crée, je pense, des enfants déséquilibrés qui sont trop vite habitués au succès. On sait que ça rend malheureux. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en reproduisant le schéma de en disant je veux pas faire comme ma maman, il fait exactement pareil. Sa maman, quand elle était petite, elle voulait faire des grandes études, du coup, elle les a pas eues. Lui, quand il était petit, il voulait faire du rap, donc il l'a pas eu. Et au final, il offre ce que lui, il aurait aimé avoir petit, mais sans penser que ça colle pas, tu vois. Et c'est marrant comme on est parfois avec des angles morts dans notre réflexion. Ah, je le vois très bien. C'est fou quand que tu racontes ça parce que je disais que je reprochais à mon père quand j'étais jeune qu'il il rigolait tout le temps. Il prenait jamais des choses au sérieux et je me rends compte que je suis exactement ce que je reprochais à mon père. Je lui ai dit: «C'est fou», je dis: «Il est jamais sérieux, il faut parler sérieux avec un tel machin», sauf que là, je rigole, je fais le neuneu, je fais plein de trucs que je reprochais à mon père. Mais il y a une chose qu'il excelle là-dedans, c'est qu'il raconte des blagues en mettant du poivre, du sel dans tous les sens. Je suis incapable de raconter autant comme ça, comme lui. Tu lui donnes un mot, il peut t'inventer tout un truc. Que penses-tu du Père Noël? Ah ouf, c'est une bonne question. Alors déjà, il y a eu l'accident, le Père Noël Gate, dernier Noël. Ah, c'est En récent fait, alors. alors attends, j'essaie de me rappeler vraiment les circonstances. La première truc, c'est que mon frère offre un cadeau et mon frère, et je trouve ça très bien, il essaye de pas acheter des cadeaux neufs, mais plutôt, il considère que c'est important d'avoir une économie circulaire, et cetera. Et attends, j'essaie de vraiment réfléchir pour pas dire de bêtises. Et en gros, bon, à demi-mot, j'ai dit à un moment donné à Oscar que le Père Noël n'existait plus. Heu, Estelle était en pleurs, Oscar aussi. Mon frère a cru que c'est parce qu'il donnait un cadeau recyclé. Alors que ça n'avait rien à voir. Et bah, que penses-tu du Père Noël? Je réfléchis quand même à comment répondre à ta question avant de partir en live comme d'habitude. Pas grand-chose, quoi. Qu'est-ce que je pense du Père Noël? Bah, je pense que c'est une belle croyance. Je pense que vive Coca-Cola qui a réussi à instaurer ça. Je sais pas. Ça dure depuis des années, ces trucs-là. C'est ma question pour remettre une ambiance d'enfant. Est-ce que tu crois, tes enfants y croient, mais peu importe, c'est plus la question qui va permettre de dire: «Est-ce qu'on a toujours notre esprit d'enfant?» Donc c'est comme Ah, la petite souris qui te met un 5 sur ton oreiller quand tu perds une dent. Moi, c'est ma hantise de perdre mes dents, en fait, en plus. Moi, on va dire la petite souris, je m'en fiche, je veux pas perdre mes dents. Est-ce que est-ce qu'il y a des leçons que tu as apprises de tes enfants? je creuse un peu, hein. Laisse-moi le temps de la réflexion. Leçon que j'ai apprise de mes enfants. Alors, déjà, je suis admiratif de voir comme Oscar a les qualités que je n'ai pas. Il est, complet. Moi, j'étais, pas du tout sportif, j'étais minable, en foot, en tout. Lui, il est complet et je trouve ça incroyable. Comprendre vraiment qui ils sont profondément, c'est une forme d'empathie et le laisser devenir qui ils sont. J'étais en déjeuner, mardi avec une nana qui m'a donné une phrase que j'ai adorée. Moi, j'ai toujours envie de conseiller les gens, je suis toujours optimiste, donc quand quelqu'un a un problème, je lui dis: «Fais ça, fais ça, fais ça». Déjà, j'ai une collègue qui m'a dit, «Tu sais, des fois, on a le sac à dos tellement chargé de cailloux qu'on n'a pas l'énergie pour monter la montagne», et elle avait raison. Et mardi, j'ai une nana qui m'a dit une phrase, j'adorais. Elle dit, «On n'aide pas les carottes à pousser en tirant dessus». Et j'ai beaucoup aimé l'analogie, tu vois, en mode, c'est vrai que tu as toujours envie de, et je trouve que les enfants, c'est un peu pareil, quoi. Comment faire en sorte que ça vienne d'eux, quoi? C'est vraiment ça, tu vois? Quand il y a là, par exemple, j'ai mon enfant Gabin, il a pas envie de taffer. Comment tu fais, quoi? Tu as envie de l'imposer de taffer, mais tu vois que ça le fait pas. Comment tu mets la petite graine et tout? Et je trouve qu'il y a une forme de patience dans la capacité à être empathique et à comprendre que c'est au quotidien que ça se joue, quoi. Et à partir de quand ça doit devenir l'autorité, la punition? À partir de quand tu dois, c'est un équilibre, c'est un jeu de funambule incroyable, tu vois? Et ça, je pense que ça t'apprend beaucoup sur
la communication interpersonnelle, la capacité à manœuvrer habilement. Et du coup, et c'est un vrai débat aussi d'ailleurs. Moi, je tourne tout en jeu, tu vois. Par exemple, à un moment donné, Oscar, les mathématiques, c'était pas trop son truc. On a créé avec Midjourney un petit jeu de société Pokémon avec des chiffres. Il tirait des cartes, il devait faire les calculs. Là, tu vois juste derrière, c'est tout bête, mais il devait apprendre les syllabes. On s'est mis un petit jeu, il devait courir pour mettre les syllabes, tu vois. Donc là, en fait, on lui dit, il faut que tu connaisses le 1. Donc là, sur le mur, on a vu une dizaine de syllabes, tu vois. Et petit à petit, ça avance. Et par contre, Estelle, elle me dit, en fait, tu tournes tout en jeu. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une limite à ça. Je sais pas dans quelle mesure il faut aussi leur apprendre le fait que ce soit relou d'apprendre, tu vois. C'est des vrais sujets. Et la part d'empathie, la part de je punis, la part de je dois considérer que c'est normal que ce soit un labeur pour lui, versus je tourne en jeu, je trouve que c'est pas la réponse à ça. Mais en tout cas, plus que jamais, j'apprends le côté relation interpersonnelle, la capacité à se dire qu'il est différent, dans le sens où ils sont tous les deux très différents, donc il faut accepter ça et faire preuve d'une grande empathie pour être un peu leur coach, quoi, leur tuteur, leur coach. Euh, c'est un enjeu de tous les instants, je trouve. C'est marrant aussi que tu as parlé de punition. Ça m'a fait rappeler une chose qu'avec ma fille, quand on avait fait, quand elle était petite, à un moment donné, on était comme en réunion de famille. Elle fait un truc, je lui dis au coin et tu vas réfléchir. On dit, ben, va, il va, met sa tête sur le mur, reste au coin. Puis à un moment donné, on l'avait oublié. Tu vois, mon père me dit, hey, ta fille est toujours au coin. Ça fait 2 heures. Et là, j'ai dit, hé Maya, reviens à table. Elle tourne pas sa tête. Je lui dis, j'ai pas encore fini de réfléchir. Elle est restée, elle est restée en disant, j'ai pas encore fini de réfléchir. Et de mon père me regarde, me dit, dis non. Elle est, bah oui, bah, tant qu'elle a fini. Et quand tu as fini de réfléchir, tu peux revenir. Donc, j'ai pas fini de réfléchir. Donc, ça, c'est. J'aime Mais, beaucoup ce que tu dis là, parce que c'est clair que le terme punir est dur. Et on parlait tout à l'heure de la capacité à prendre du recul sur ses émotions du côté parent. Je disais à un moment donné, j'étais énervé par rapport au boulot, donc. Et j'aime beaucoup l'idée, moi, quand je les punis, en fait, je leur dis juste, en fait, je veux juste t'aider à prendre du recul sur tes émotions. Je veux juste que tu comprennes ce qui se passe, que tu reviennes et que tu réfléchisses, tu vois. Et je trouve ça super important de considérer quand tu les punis, en fait, c'est juste une manière de leur dire, naturellement, tu vas te laisser emporter par tes émotions, tu vois, et le petit singe dans la cage, la cage de monkey, tu sais, il dit souvent en stoïcisme, réussir à mettre dans une cage le petit singe dans la tête qui est vénère pour après revenir calmement. Et du coup, j'aime beaucoup quand tu dis tu vas réfléchir plutôt que t'es puni, hein, je veux plus te voir. il y a une chose aussi, Martin, que j'ai réalisé une fois avec mon fils, c'est que nous, on a une expérience de vie de 40 ans. Et tu essayes d'inculquer à un gamin de 9 ans, 10 ans, 11 ans, tout ce que nous, on a oublié, qu'on a appris ça avec les années. Et donc, c'est beaucoup plus facile de quelqu'un de 40 ans de descendre au niveau de gamin de 10 ans pour utiliser son vocabulaire ou de le forcer à réfléchir comme toi en lui disant hey, prends un raccourci en 3 secondes, tout ce que moi j'ai appris en 40 ans, tu dois l'appliquer maintenant. Ça, Regarde, le sujet de la métacognition, le fait de prendre du recul sur ses émotions, je pense pas me tromper en disant qu'il y aura bien un tiers des adultes, tu vois, dans les bouchons, alors c'est peut-être plus Paris que, mais les klaxons, les gens qui s'énervent dans le métro et tout, mais tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Et évidemment, est-ce que tu arriveras à dire à ton enfant, prends du recul sur ton émotion, tu ressens un truc, c'est quand même compliqué, tu as raison. Et non, c'est sûr que. Et je suis curieux d'ailleurs de savoir à partir de quel âge, je ne me suis pas renseigné là-dessus, à partir de quel âge on peut vraiment prendre du recul sur ses émotions, dompter le truc, se calmer naturellement. Je sais pas trop ça. Et même au niveau du cerveau d'ailleurs, c'est un peu un parallèle que je fais, mais là tu parles de ton corps qui dit quelque chose et du coup, d'une certaine manière, tu arrives à freiner ton énergie du cœur. J'ai beaucoup aimé la théorie des fondations morales de Jonathan Haidt qui dit qu'en gros, quand on a un avis en politique sur des sujets, je sais pas, l'avortement, le vaccin, etc., en fait, en général, instinctivement, on va avoir une envie d'aller vers une décision. Je suis anti-VG ou je suis je sais pas quoi. Et du coup, en fait, cet instinct est lié à des valeurs morales qu'on a. Respect du sacré, loyauté, liberté, etc. Et une fois qu'on a décidé, c'est très rapide, on va lire des trucs qui vont dans ce sens-là. Tiens, on va lire les intellectuels du sujet, on va lire des bouquins. Et après, quand on va être en échange avec quelqu'un, on va essayer de le convaincre sur ce qu'on a lu. Alors que dans les faits, on s'est forgé nos opinions sur quelque chose de beaucoup plus instinctif.
tu vois? Et il y a la même manière, le même rapport que tu décris entre le corps et le cerveau qui arrive petit à petit, même en tant qu'adulte, dans le cerveau, il y a l'instinct d'abord, bah, c'est le cerveau 1, cerveau 2 de Daniel Goleman d'ailleurs, mais d'abord on va se faire nos opinions de manière hyper instinctive et après on va rajouter du vernis intellectuel dessus, mais même Hitler, il avait ses intellectuels, tu vois? Et tout le monde avait ses intellectuels. C'est incroyable de se dire qu'au final, un beau discours bien écrit et convaincant, ça ne veut pas dire que l'idée est belle derrière, tu vois? Est-ce que tu parviens à équilibrer ta vie professionnelle et ton rôle de papa? Ouais. Alors, au début d'Urban Gaming, j'ai eu ma période workaholic, en mode, j'étais à fond, je bossais soir et en plus ma conjointe était au chômage. Je te parle d'une période où j'étais pas encore papa et je crois qu'au bout de 4 ans, j'ai réalisé que je faisais ça pour être libre avant tout, quoi. Moi, j'ai créé Urban parce que j'ai envie de liberté, parce que je considère que c'est la meilleure manière d'apprendre, et puis c'est hyper agréable, quoi. Et en fait, à un moment donné, j'ai même eu une période où je commençais à 6 heures du matin et je revenais à 15 heures pour prendre mes enfants. Là, quasi tous les soirs, je suis à la maison et c'est ouf comme, l'autre jour, c'était en soirée, par exemple, crémaillère, j'avais envie de rentrer juste voir mes enfants. Je suis rentré pour ça. C'est quand même marrant de se dire, parce que je kiffe plus, en fait, cette espèce de j'adore le moment avec les enfants et cetera et du coup, j'ai vraiment l'impression de bien équilibrer. En plus de ça, ma conjointe est professeure des écoles. Heu, Moi, je suis entrepreneur, donc on prend, une semaine sur 2 dans les petites vacances et je prends un mois pour les grandes vacances. Ça paraît tout con, mais le midi, une fois par mois, je déjeune en tête-à-tête avec les enfants aussi et ça, c'est la première fois que j'ai fait ça et ça change tout, quoi. En fait, on les a toujours à 2. Donc à 2, ils se battent, ils se canalisent, ils se font des câlins, peu importe, mais ils sont à 2, quoi. Quand tu décides de prendre un enfant le midi, par surprise parfois, et tu lui dis: «Tu veux qu'on aille où?» et là, il te regarde les yeux pleins d'amour en disant: «Où tu veux papa», il est trop content et je trouve que c'est un truc aussi, je pars pas mal en digression, tu l'as constaté, je continue, hein. Mais c'est impressionnant de voir à quel point c'est important aussi de garder une relation, interpersonnelle à 2 avec les enfants et là, je me suis dit: «On partirait en vacances et on ferait des journées où on se sépare, parfois en binôme», parce que le rapport est tellement différent. Mais pour répondre à ta question, oui, je pense vraiment, vraiment avoir bien équilibré ça et je suis très fier de ça, de me dire que, j'ai équilibré ma vie sur plein de piliers. Il y a évidemment le travail, il y a évidemment la famille, les amis, il y a une règle comme ça, j'avais lu un truc sur les roues de la vie, même l'argent et cetera, les croyances et j'ai vraiment l'impression de proactivement avoir, construit sur plein, plein de piliers et ça va pour moi et pour toi? J'imagine que oui aussi, non? Moi, j'ai vécu ce que tu disais là, avec, la vie de travail là, parce que je parle aussi de système de valeurs et le travail était très important. Puis, le fait de partir tôt, rentrer tard, puis se dire: «Tiens, mon fils il marche. Ah tiens, mon fils il part». Puis entre 2, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu avais comme le travail était important, puis il fallait construire des trucs, puis tu lances dans ça. Et il y avait comme un équilibre aussi familial parce que Charlotte a décidé de rester à la maison, puis elle me donnait un coup de main. Donc elle voyait les enfants aussi grandir. Je vivais en fait la vie familiale ou avec ce qui se passe avec les enfants à travers ce qu'elle me racontait. Puis c'est vrai que quand on est arrivé ici, on va dire au Québec, les enfants avaient 7, 11 ans. Et c'est là où je me suis dit, tiens, je peux faire la même chose, mais à un rythme différent. J'ai ajusté Mmh. mon rythme, puis la famille, elle prenait en fait la priorité 1. Parce que dans ton système de valeurs, tu as des valeurs principales, mais avec le temps, ils se priorisent en fonction de ce que tu vis, ton environnement, le contexte. Et là, c'est plus la famille qui a pris en fait le dessus. En disant, ben écoute, bah, on peut manger tôt, puis après on peut faire des activités. Donc c'est pas tu manges à 20 heures, puis tu vas te coucher. Donc tu manges, disons, à Mmh. 17, 18, puis tu vas faire du tennis, tu vas te balader dans le parc, tu vas jouer on va dire au rugby. Donc il y a pas mal, pas rugby, non, à hockey. Pourquoi j'ai dit rugby? Ouais. Donc, donc tu vois, ça m'a réajusté. J'ai essayé de dire: «Est-ce que je travaille avec des entreprises ou pas?» Et aujourd'hui, je peux te dire, je suis un peu comme toi. Je suis très aligné, je sais comment c'est construit. Je suis un papa disponible. Alors je suis aussi comme toi, quand je me présente papa entrepreneur, facilitateur. C'est papa qui vient en premier. Et tout ce que j'ai fait comme activité aujourd'hui sont liés à papa. Ce qu'on fait là aujourd'hui, conseil de papa, c'est pour mettre le rôle de papa aussi en valeur. Les jeux que j'ai construits autour de ça, parce que je trouve que c'est un très bon équilibre.
très bon équilibre où tu peux avoir ta vie professionnelle, mais tu as aussi ta vie familiale. Donc, c'est pas parce que tu es papa que tu dois partir à 7 heures du matin et revenir à 21 heures. Mmh. Tu es déconnecté de ta famille. Puis j'ai cet équilibre personnel aussi qui me permet de profiter de ma famille tout en faisant aussi mes affaires et tout en prenant un temps pour moi. Donc, si j'ai envie de Ouais. regarder Netflix ou lire un livre, ou ça, j'ai le temps pour ça. J'essaie de prendre le temps, comme je prends le temps aussi avec toi aujourd'hui pour faire cet épisode-là. C'est ce qui est important en fait pour moi dans la façon de faire et que je trouve c'est très équilibré. Donc, je troquerais ce que pas avec une autre vie. Là, je suis très bien. J'ai l'impression de profiter de la vie aussi. Pas Mmh. l'inverse, que la vie profite de moi. J'ai l'impression de profiter de la vie aussi, à ma façon. Ouais, j'ai pas envie de faire le tour du monde, mais j'ai envie de profiter de chaque moment. Et c'est ça qui est, C'est je sûr. trouve, important pour moi. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, le mieux, c'est de créer des contrastes, tu vois? Et au final, je suis trop content d'être en mode deep family le soir, d'être pleinement avec les enfants, mais je suis trop content aussi d'être en mode deep work la journée et d'avoir et là, j'ai récemment refait à un moment donné, j'ai senti, il y a 2 mois, j'ai senti que je commençais à reperdre l'équilibre, tu vois? Que j'avais, accumulé et je me suis retourné vers le concept de minimum viable day, tu sais? Les Oui. 10 choses que je dois faire dans ma journée pour me sentir que je suis équilibré. Donc le matin, le sport, une douche froide, déjeuner avec les enfants et après un peu de lecture, une discussion profonde, le deep work, puis après le soir être avec les enfants, profiter, faire l'histoire et en fait, j'ai réalisé à quel point, pour moi, une journée réussie et c'est valable à l'échelle d'un mois, d'un trimestre, d'une année, c'est une journée qui va s'équilibrer sur des contrastes forts, tu vois? C'est, à un moment donné, parce que j'étais en mode deep work, j'ai la satisfaction de pouvoir faire ça. Parce que je suis avec les enfants, après je suis content de repasser sur autre chose, tu vois? Et je trouve qu'au final, c'est limite parfois le fait de changer, passer d'un état à l'autre qui est agréable aussi, tu vois? L'espèce de transition de dire: «Je suis pas 10 heures à bosser» et de la même manière, en vrai, on a tous connu ces journées où on est 10 heures avec les enfants, on n'en peut plus à la fin, quoi. On a envie, c'est être tranquille et je trouve ça cool d'avoir cette liberté, cette chance de pouvoir équilibrer en ayant les cartes en main. On veut mettre telle carte parce qu'on a eu cette envie-là. Plus que jamais, cette liberté-là, elle est précieuse, quoi et je pense qu'il y a peu de gens qui l'ont et toi et moi, on l'a, j'ai l'impression. Quel conseil, toi, papa Martin, tu donnerais à ton enfant pour sa vie future? Mmh. Moi, ce que je veux alors c'est pas évident parce on se projette toujours, en fait. Mais ce que je veux, c'est qu'ils soient acteurs de leur vie d'une certaine manière. Je trouve qu'on vit dans une société où beaucoup de gens oublient de faire des choses, tu vois? Ils sont en mode, ils vivent pas leur vie, quoi. Ils vivent un boulot qu'ils aiment pas, ils rentrent le soir, ils sont un peu sur la rotule, ils regardent Netflix et puis le lendemain et puis ils s'anesthésient petit à petit, tu vois? Et je trouve ça incroyable à un moment donné de dire: «OK, qui je suis vraiment? Bah, est-ce que j'essaierais pas de faire des trucs pour m'en rapprocher?» Et je dis pas de tout quitter. Moi, je pense pas qu'il faut, j'avais lu un bouquin, So Good They Continue You, qui parle des gens qui se sacrifient, qui sacrifient tout pour leur passion. Je pense pas que ce soit la bonne idée. Par contre, j'aime beaucoup l'idée de tenter des trucs pour petit à petit, se rapprocher de qui tu veux devenir. Et puis à un moment donné, tu te réveilles et puis ça y est, tu es devenu, ce que tu voulais, devenir, quoi, tu vois? Et après, en disant ça, je me dis, je me projette aussi un peu, parce que moi, c'est ce qui m'a aidé beaucoup. Est-ce que ce sera pareil pour eux? Mais j'ai du mal à croire qu'on puisse, bah, faire métro boulot dodo dans un taf neutre en se disant: «Je suis pleinement épanoui», mais je me trompe en fait, on est tous différents. Moi-même en le disant, je me dis: «Non, je est-ce que tout le monde a envie comme ça d'affirmer une singularité, d'être pleinement soi et tout?» En tout cas, j'aime bien une phrase de Parker Palmer qui dit: «Longtemps j'ai cru que je devais vivre la vie que je devais devoir vivre, jusqu'à ce que je découvre que je devais vivre la vie que devais vivre à travers moi». Le «à travers moi», je le trouve incroyable parce qu'il enlève une forme de culpabilité, c'est juste m'écouter un peu et se dire: «Au fond, je suis qui vraiment?» Si j'enlève les peurs, du regard de l'autre, les peurs de l'insécurité financière, qu'est-ce que je ferais? Et évidemment, je dis pas de tout quitter pour le faire, mais de tenter des trucs, aller regarder le monstre sous le lit, challenger un peu petit à petit des choses que tu irais pas faire au début et te dire: «Putain, en fait, bah, je peux peut-être tenter ça en parallèle, je peux peut-être faire des trucs». Et puis à un moment donné, bah, tu as tenté un truc, ça a marché et puis, bah, c'est arrivé avec Urban. J'ai tenté un truc, ça a marché, on a créé une boîte, on fait vivre, 15 personnes depuis 14 ans, sur la base d'un petit kiff comme ça, un petit test de côté, tu vois? Et je crois beaucoup au pouvoir des petits pas, des side projects, des petits pas de côté, qui petit à petit vont peut-être devenir un truc important sans que tu le réalises, versus la culture du tout quitter pour prendre des risques de dingue, quoi. C'est, non, c'est
tente des trucs et puis peut-être qu'un jour, il y a un truc qui va se transformer en qui tu es vraiment et qui va t'aider à t'accompagner et que tu vas adorer, quoi. En fait, Donc, on a un point commun sur les tentages de trucs. J'utilise ton terme. C'est ton clair. terme à toi, tentage de trucs. Ça vient pas de moi, mais je vais l'utiliser, tentage de trucs. Mais d'ailleurs, c'est comme ça qu'en tentant des trucs qu'on découvre. Je dis le nombre de choses dans lesquelles tu vis dans une conception, dans ton hamster dans la tête. Mais je dis, mais même pour les entrepreneurs, je dis, si tu veux un truc, tente-le, essaye-le. C'est comme ça que tu vas apprendre. Il n'y a pas une formule géniale. C'est sur le terrain que tu vas apprendre. Donc, c'est même les études que tu fais. Moi, j'ai des maîtrises et des ESS dans une valise. Mais tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le terrain. En tentant, ah, tiens, t'as telle une idée, ah, je peux imprimer ça. En fait, je me rends compte que tout, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que, ah, il y a ça, c'est génial, hop, on va le faire. Puis on y va. Puis on voit si ça évolue, ça prend. Mais c'est génial, on est animé par ça. Est-ce que tout le monde est comme ça? Je sais pas. Mais c'est un truc où on a envie de dire, hey, allez-y, c'est génial. Mais c'est génial pour nous, un peu pour rebondir ce que tu disais tout à l'heure. Mais je pense, tu as raison, ouais, c'est un peu les profils disques aussi, mais il y a des personnes qui ont besoin de tout analyser avant de se lancer, qui sont pas très action oriented et c'est leur manière de faire. Mais ce qui est incroyable quand tu tentes des trucs, c'est que, comme disait Steve Jobs, connecting the dots, petit à petit, tu tentes des trucs et à un moment donné, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît par rapport à différentes choses que tu as tentées, tu vois. Là, je me suis mis à faire du stand-up juste pour tester comme ça, à embarquer dans un projet. Maintenant, je fais des conférences sur l'IA. Et du coup, c'est ouf, comme j'utilise ces codes du stand-up, les gens ils disent vraiment on a rigolé, c'était fun. Et sans m'en rendre compte, j'ai tenté un truc, ça a généré ça, tu vois. Et je pense que la meilleure manière d'apprendre, c'est learn by doing. Enfin, c'est vraiment, je me fixe un micro-projet, je me donne un mois pour le faire. Sur la route, je apprendrai plein de trucs. Et c'est pas trop théorique, c'est juste je mets les mains dans le cambouis et je galère et je lutte et j'échoue et je me relève et j'y arrive, quoi. Un des conseils de papa Ab, c'est que sors de ta zone de confort pour l'agrandir et non pas pour y revenir. Parce qu'en réalité, à chaque fois que tu tentes un truc, c'est un plus que tu as. Et ta zone de confort, elle est de plus en plus élargie. En réalité, si tu es bien aussi à la maison, tout ce que tu viens de décrire, c'est exactement ça. Ta zone de confort, professionnelle ou autre, elle est en train de s'agrandir parce que tu as tenté ça, tu as tenté ça, tu as tenté ça. En réalité, elle n'est pas juste limitée, sors de ta zone de confort. En fait, je le fais tous les jours. Elle est tellement grande que je Ouais, mais m'éclate dedans. c'est marrant, tu dis ça. J'ai un ami, Arthur Massonneau, qui est quand même champion du monde d'autostop, s'il te plaît. Hein. Il y a eu un vrai concours. C'est assez rigolo. Il a suivi un truc Facebook, il s'est retrouvé au Kazakhstan. Enfin bon. Et je lui disais sortir de ma zone de confort. Il dit arrête de dire sortir de ma zone de confort. Dis directement étendre ma zone de confort. Et c'est vrai que c'est pas en sortir, quoi. C'est clair que le terme il est galvaudé et c'est faux. Ça devient petit à petit ta zone de confort. Tu l'élargis, quoi. En parlant des conseils de Papa App, je t'avais demandé si tu as, on va dire, un conseil qui t'a inspiré, marqué sur le site de conseils de papa. Ouais. Est-ce qu'il y en a Bah, un que tu veux partager avec moi? ouais, c'était celui lié à la curiosité, quoi. Je trouve que c'est le truc le plus important, la curiosité, parce que je trouve qu'il est tellement universel. La curiosité, il y a tout derrière. Dans la relation interpersonnelle, c'est ce qu'on se disait, quand quelqu'un est énervé, comprendre d'où vient sa colère, d'où il parle, entre guillemets. C'est de la curiosité humaine. Quand tu veux apprendre quelque chose, là, on parlait du learning by doing, quand tu veux, tu as une curiosité de tiens, si je tentais. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans un monde où l'adaptabilité, la curiosité, c'est la clé. Et le fait comme ça de s'ouvrir, de dire tiens, je connais pas ça, j'y vais, c'est la clé, quoi. C'est la clé parce que le monde tel qu'il est maintenant, quand tu penses, nos grands-parents, ils s'étaient habitués à garder 40 ans leur taf. Mes parents, ouais, 15-20 ans. Moi, là, quand j'ai créé ma boîte, ma maman, elle était en PLS, quoi. Elle m'appelait en mode, t'es sûr, je suis inquiet et tout. Ça passe plutôt bien, ça va. Nos enfants, c'est même pas, ils vont switcher tous les 3 ans, c'est ils vont cumuler 3 sources de revenus différents dans le monde tel qu'il est. Ils vont. Et en fait, dans ce monde qui est hyper à bouger sans arrêt, je crois vraiment que la curiosité, c'est la clé pour s'adapter, tout simplement. C'est l'adaptabilité in fine derrière, quoi. Bah, merci de partager ça aussi avec moi. Comme je disais à tous les papas, c'est qu'on peut avoir comme un conseil, et tu l'as bien dit aussi tout à l'heure pour le conseil de tes enfants. Est-ce que c'est ça qui va s'appliquer sur eux? Bah, on ne sait jamais, c'est un conseil parmi d'autres qui est lié à ta propre expérience, mais je me rends compte que ça peut être la même expérience avec le même conseil, mais avec des expériences différentes. Et c'est ça que je trouve en fait riche. J'avais promis à mon fils de faire 1001 conseils au tout début.
Et j'ai déjà écrit 101 conseils et plus, mais je pense qu'avec les papas avec qui je discute, que j'interviewe et tout, je pense qu'on peut facilement atteindre les 1001 conseils. Donc ça peut être un beau défi de faire 1001 conseils venant de tous les papas. Mais ce que j'adore dans ça, c'est les vraies expériences de vie. Toi, tu le parles aussi par rapport à ton expérience de vie, par rapport à une réalité, à un contexte. Et avec ça, c'est comme ça qu'on s'enrichit. Donc c'est un conseil, plusieurs histoires, ça que j'adore. Tu connais toi Nuit culottée ou pas? Je sais pas si c'est connu au Canada. Non. Nuit culottée, non? Bon, mais en gros, te dire qu'il y a des choses que tu peux vivre qui changent profondément, qui impactent durablement et qui te font développer des soft skills, je trouve ça incroyable. Et enfin, on va peut-être dépasser après, non? Ouais. Go, go, go. Je te donne 3 exemples, hein. J'ai fait des ateliers à Bondy, pour les enfants, pour les soft skills, j'ai adoré. Je te donne 3 exemples tout bêtes. Le premier, c'est, imagine c'est pour apprendre à penser critique. Tu dis à des gamins, imaginez le pire restaurant du monde. Tu les réunis par groupe de 3-4, imaginez le pire restaurant du monde. Ah, il n'y a pas de lumière. Ah, tu es debout, il n'y a même pas de chaise et tout. Une fois qu'ils ont trouvé leurs critères, tu leur dis, OK, maintenant, prenez ce critère-là et expliquez-moi pourquoi c'est le meilleur restaurant du monde. Ah, celui dans le noir, en fait, c'est dans la forêt, on voit les étoiles. Ah, celui où il n'y a pas de chaise, en fait, c'est génial parce qu'on est debout, donc on va voir tout le monde, on est obligé de discuter avec tout le monde, tu vois. Ça, c'est une mini-expérience pour apprendre à penser critique. Je pense que ça peut aider au quotidien. Sur le complexe problem solving, de la même manière, imaginez la pire école. C'est quoi la meilleure école? Tu leur dis. Ah, il y a de la barbe à papa, il y a des consoles, etc. Après, tu leur dis, attendez, j'ai pas dit c'est quoi la meilleure école. J'ai dit c'est quoi la meilleure école. Pardon, j'ai pas dit c'est quoi la meilleure école pour vous. J'ai dit c'est quoi la meilleure école. Qui c'est qui va décider de ça? Ah, il y a le directeur. Ah, il y a les parents. Ah, il y a moi. On fait la colonne avec les 3 trucs. Ok, c'est quoi la meilleure école? Pour le directeur, c'est les enfants sages. C'est pas cher. Pour les parents, c'est ça, c'est ça. Et après, tu leur reposes la question, tu vois. Et en fait, j'adore l'idée comme ça de, ok, il y a les conseils, mais je trouve ça incroyable aussi de se dire, on va faire vivre une expérience d'1h30 pour réussir à débloquer ce conseil-là. Et Will Smith, je ne sais pas si c'est vrai, mais il raconte l'histoire quand il était petit, il rentrait de l'école. Son papa, il installait des frigos chez l'équivalent de Picard, enfin, je ne sais pas si ça existe, mais en gros, c'était pas très riche. Et apparemment, il devait construire un mur au fond du jardin. Et son papa l'avait habitué à tous les jours poser une seule brique, mais parfaitement. Et ce mur, ils ont mis 2 ans à le construire. Et il y a une vidéo, en interview, il raconte la fois où il a posé la dernière brique et le regard de son père qui dit « Et me dis jamais que tu n'es pas capable de faire quelque chose dans cette vie ». Et lui, il dit que c'est ça qui lui a débloqué le côté persévérance, tu vois. Je trouve que nos échanges sont très riches. Comme je te disais, j'ai kiffé notre rencontre parce qu'elle n'est pas liée à juste questions-réponses, mais c'est vraiment de partage. Et puis, c'est fou quand on a des personnalités qui peuvent se ressentir créatives, puis ils partent dans tous les sens. Donc, pour être franc avec toi, j'avais toutes les questions que je voulais te poser, tu l'as déjà répondu. Donc, ça m'a réduit mais les questions que je t'ai posées, elles ont été naturellement et spontanément répondues dans tes échanges et tes partages. Merci pour ça. Merci d'avoir pris le temps pour partager ton expérience, ta passion, ta créativité, ton rôle de papa. C'est ton kiff. Donc, moi, j'ai kiffé notre échange. Donc, je voulais te remercier pour ce moment-là où j'ai appris beaucoup de choses en très peu de temps aussi avec toi. Donc, je pense en réécoutant mon épisode, ça va me permettre de noter toutes les informations que tu as données pour mon développement personnel. J'espère que les papas qui vont écouter aussi et les autres vont prendre en compte toute cette richesse-là que tu as partagée avec nous. Parce qu'il y en a eu un paquet en 1 heure d'échange. Et merci à toi surtout de te mettre dans cette position d'ouverture à l'autre, d'aller interroger, d'aller rassembler les conseils. Je trouve ça incroyable, cette ouverture au monde, cette ouverture et cette générosité, parce que tu te dis, OK, je vais prendre de mon temps pour aller interroger des gens. Et évidemment, ça t'enrichit aussi, mais c'est très tourné vers l'autre et vers la consolidation pour aider les papas. Je trouve ça génial. Merci beaucoup, Papa Martin. Je vais te laisser. Toi, tu es en France, c'est la fin de la journée, de profiter quand même un peu de tes enfants, de la famille. Et suite à d'autres échanges que certainement on va avoir tous les deux. Avec grand plaisir, hein, papa Habib. Ciao! Ciao, ciao.